Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'expérience client saison 3, organisé par Roam et Assurenco. Je suis Claire Morel, journaliste spécialisée dans les sujets de l'expérience client et je suis ravie d'animer ce plateau. Alors, expérience client B2C, B2B ou encore B2B2C, même combat. Tel est le sujet du troisième volet des rendez-vous de l'expérience client 2023. Face à une diversité de clientèle, particuliers, professionnels, courtiers, les assureurs et mutualistes abordent-ils la gestion de l'expérience client de la même façon? C'est à cette question que nous allons répondre avec mes invités. Cécile Tardieu, vous êtes directrice générale chez Solucia Protection Juridique. Bonjour. Bonjour. Thierry Loras, directeur practice Assurance Europe Continentale chez Capgemini. Bonjour Claire. André S, président de Sada Assurance. Bonjour. Et enfin, David Février, Alliance Manager chez Axialis. Bonjour Claire. On va commencer par un tour de table. Et puis pour Cécile et André, que vous puissiez nous expliquer quels sont vos différents types de clientèle. On commence par vous, Cécile. D'accord. Donc Solucia, nous sommes une société de protection juridique. C'est une spécialisation bien spécifique sur le marché de l'assurance. Donc nous sommes 80 personnes à Paris. Nous existons depuis 2006 et nous faisons près de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, nos clients, nous avons trois types de clients principalement, des particuliers, des professionnels et une clientèle un peu spécifique qui sont des élus de CSE. Alors la plupart du temps, nous sommes intermédiaires, c'est-à-dire ce sont nos partenaires qui commercialisent les offres auprès de ces clients finaux, mais néanmoins, nous établissons comme ça cette typologie de trois grandes familles de clients. Très bien. On continue avec vous, André? Oui, donc Sada Assurance a été créée en 1967, a connu une forte évolution d'une compagnie généraliste avec des bureaux de quartier vers une compagnie spécialisée de niche et de spécialité. Notre siège France est à Nîmes, donc pour une fois en dehors de la région parisienne. Nous sommes 160 collaborateurs pour un chiffre d'affaires en 2022 de 207 millions d'euros et un résultat net supérieur à 10 millions pour 2022. Alors nos spécialités, nous sommes des spécialistes des assurances de copropriété immobilière, d'habitation et de bureaux, des pertes pécuniaires et assurances affinitaires liées au monde de l'immobilier. Nous avons un métier qui est de concevoir des offres d'assurance et une mission qui est de protéger nos assurés contre les coups durs de la vie, ce qui n'est pas un vain mot, compte tenu de ce qui se passe au niveau éléments climatiques notamment. Notre réseau de distribution, c'est le courtage exclusivement, et nous travaillons sur l'ensemble du territoire avec 500 courtiers qui eux-mêmes travaillent avec des administrateurs de biens, des syndics de copropriété. Donc nous sommes dans une relation à minima B2B, mais qui peut aller B2B, to B2C au final. Alors justement, avec vous, on va parler plutôt de l'expérience courtier tout à l'heure, après la présentation de Thierry Loras. Thierry, Capgemini. Oui, Capgemini, première entreprise de services numériques en France. Donc on a dépassé, je crois, les 360 000 collaborateurs dans le monde aujourd'hui, 22 milliards de chiffre d'affaires, 22% dans les services financiers. Donc on est très présent dans la banque et dans l'assurance que je représente en France. Et enfin, David. Et donc, nous, Axialis, on est une ESN qui est à la fois opérateur télécom B2B et éditeur d'une solution logicielle de distribution des appels. Donc, notre clientèle est B2B, ce sont des entreprises, des donneurs d'ordre, avec un certain nombre de verticales que nous adressons aujourd'hui, donc depuis qu'on est passé dans ce monde d'éditeurs, qui sont principalement les verticales du retail, celles du tourisme, du travel, dans son ensemble, des hospitalités, du healthcare, également tout ce qui est industrie et services de distribution de messagerie. Et pour terminer, bien sûr, sinon je ne serai pas là, le doux monde de l'assurance. Vous allez l'oublier. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, on termine par le meilleur des secteurs. Voilà. Et principalement, donc, le secteur de l'assurance aussi est plutôt focus aujourd'hui dans nos expériences et notre accompagnement sur donc, de la protection juridique, et on pourra en reparler tout à l'heure, puisque nous avons la chance d'avoir Solucia comme client, entre autres, mais également tout ce qui est assurance de personnes, donc plutôt santé, mutuelle, prévoyance. On commence à aller targeter quelques cibles côté IARD, mais aujourd'hui on est plutôt sur les assurances de personnes. Très bien. Alors cette année, nous avons interrogé des spécialistes dans l'univers de l'assurance. Nous avons notamment demandé à Nelly Brossard, vice-présidente d'Insurtech France, de nous dire à quoi doit ressembler la relation client, l'expérience client en 2023. Voici ce qu'elle nous a répondu.
la question, la relation client, ça devrait être quoi aujourd'hui? Donc une relation personnalisée, attentionnée, sincère, proche, engagée, fluide. Une relation qui apporte des solutions concrètes avec de la confiance mutuelle et de l'émotion. Et puis bien sûr, sur du long terme. Alors Thierry, une réaction à ce que vient de dire Nelly? Je crois qu'elle a cité beaucoup de qualificatifs et évidemment, ils sont tous bons. Moi, ce que je retiens, c'est que non seulement l'expérience client doit couvrir tous ces aspects-là, mais les exigences évoluent et continuent d'évoluer. On l'a vu depuis 3 ans lorsque nous avons publié notre rapport annuel assurance en 2020. La place et l'essor du digital depuis n'a fait que croître. Voilà. Tous les acteurs ont à maîtriser différents canaux d'interaction, ont à récolter aussi la data de ces canaux d'interaction pour pouvoir utiliser finalement plus d'intelligence et répondre mieux à leurs clients. Donc tout ça évolue dans un monde où B2B et B2C ont encore beaucoup de similitudes. On peut citer la partie rapidité de réponse, réactivité, disponibilité, l'autonomie aussi, de plus en plus mettre en autonomie les acteurs dans leurs actes de gestion courants est important. Mais je citerai aussi 4 différences peut-être qui caractérisent le monde du B2B et je serais curieux d'avoir aussi l'éclairage de nos invités. La première, je dirais, c'est sur les attendus relationnels. Dans le monde B2B, de partenaire à partenaire, l'attente se fait plus sur une relation interpersonnelle et à long terme. Sur du B2C, on va focaliser avant tout sur l'efficacité court terme. Donc ça, c'est une première différence. Les offres en elles-mêmes sont différentes. Elles peuvent être plus complexes, plus profondes, embarquer plus de garanties ou de services. Et donc, effectivement, il faut aussi les expliquer. Et l'éducation des clients est fondamentale. Troisième point, les tarifs sont plus souvent négociés en B2B qu'en B2C. Et donc, là aussi, ça demande dans les processus de décision de s'adapter à cette réalité-là. Et enfin, je dirais, le dernier point qui est important, c'est le langage sectoriel, la sémantique qui est utilisée. Quand vous vous adressez effectivement au monde de l'immobilier, le langage est différent. Lorsque vous vous adressez effectivement sur la protection juridique, vous devez aussi utiliser un vocabulaire qui est en accord, en résonance par rapport à vos clients, plutôt qu'en B2C où on favorise la simplicité du message pour toucher le plus grand nombre. Alors David, même question, quelles sont les différences et similitudes dans l'expérience client entre le B2B et le B2C? Alors, Thierry a déjà cité un certain nombre d'éléments auxquels moi j'avais pensé de mon côté. Et ce qui est très important, et le point sur lequel je vais rebondir, du coup, c'est cette notion dans le B2B de devoir discuter de pair à pair. C'est-à-dire qu'il y a effectivement toute cette dimension du langage qui rentre en ligne de compte, où vous devez quasiment, quand vous adressez effectivement à un bailleur, que ce soit un bailleur social, un bailleur immobilier privé, etc., parler le même langage que lui si vous voulez, je dirais, aller pousser votre produit d'assurance. Vous êtes dans cette logique qui va largement au-delà de l'empathie, qui est de la ressemblance et de la reconnaissance entre pairs. Et ça, c'est vraiment des éléments qui sont essentiels dans cette relation client B2B. Le B2C, effectivement, comme le disait Thierry, il y a une notion d'efficacité. Néanmoins, je trouve, moi, que les frontières s'amenuisent avec le temps parce qu'on a en face de nous, de plus en plus souvent, des clients qui sont de mieux en mieux éduqués, qui ont fait eux-mêmes en amont leur benchmark, qui savent à peu près, pas forcément toujours ce qu'ils veulent, mais ce dont ils ne veulent plus, donc, et qui ont, un peu comme les professionnels, de moins en moins de temps à perdre sur un démarchage qui ne serait pas extrêmement bien ciblé et qui ne focuserait pas sur leurs attendus, sur leurs connaissances. Donc oui, il y a encore quelques différences, notamment cette notion de pair à pair, mais sur le reste des attendus, je trouve que l'écart de ce que l'on a pu connaître il y a encore 5 ans, 6 ans, 8 ans, s'amenuise de plus en plus. Alors, quelles difficultés on rencontre quand on doit gérer justement plusieurs types de clientèle dans une seule et même société, et puis différents types de clientèle et donc différents types de parcours clients? Alors, on peut être confronté, pour moi, deux natures de difficultés un peu différentes. Il y a d'un côté tout ce qui va être le réglementaire, le légal, la conformité, etc., qui doit être incontournable, notamment quand on est dans une relation client B2B. Parce que là, on va directement à la faute, c'est-à-dire qu'on se met en écart d'abord dans l'appréhension du risque que l'on fait porter effectivement à son client, d'une part, et y compris dans le discours et dans la solution qu'on va lui proposer pour couvrir les risques qu'il doit, je dirais,
proposer lui-même à ses clients. On est vraiment dans cette logique où il faut, je dirais, répondre à la problématique précise, à l'attendu précis et à la couverture du risque tel qu'il a été très clairement exposé. En B2C, vous pouvez vous permettre, je ne vais pas dire une erreur ou d'appréciation ou un écart, mais il est quand même un peu... Enfin, il y a moins de gravité derrière, de conséquences. C'est quelque chose qui peut être rattrapable. Là où dans le B2B, vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que c'est soit vous targetez directement sur la bonne solution, la bonne approche, soit vous êtes passé à côté. Très bien. Thierry, quand on est un assureur ou un mutualiste, est-ce qu'on doit envisager les parcours clients de chacun de ces types de clientèle différemment, justement? Et d'ailleurs, quelles sont les étapes clés dans chacun de ces parcours? Alors, je dirais oui. Il est essentiel de différencier les parcours clients pour plusieurs raisons. Parce que les attendus vont être différentes, les préférences d'interaction vont être différentes aussi. Il faut mixer et orchestrer les parcours à travers les différents canaux d'interaction. Évidemment, le téléphone est encore très utilisé, mais c'est de loin maintenant rattrapé par l'ensemble des canaux digitaux qui sont à la disposition aussi bien des pros que des particuliers. Et au-delà des parcours clients, c'est la segmentation relationnelle finalement que l'on veut apporter au segment de clientèle particulier. C'est la politique aussi de fidélisation que l'on veut avoir vis-à-vis de ses clients. Et puis, lorsqu'on les contacte, que ce soit à travers des campagnes marketing, des campagnes d'appels sortants, etc., là aussi, on va segmenter, on va différencier la façon dont on va s'adresser à eux. Donc, oui, pour une différenciation, oui aussi pour une personnalisation, et on y reviendra certainement, mais cette tendance est une tendance de fond que l'on voit aujourd'hui dans l'assurance, de personnaliser à la fois les offres et les services, de personnaliser aussi les parcours et les types de relations. Et puis, dernier point, je pense que dans le monde du B2B, on fait face très souvent à des interlocuteurs différents. Donc le client recouvre une réalité qui est bien plus complexe. On peut s'adresser à des directions générales, on peut s'adresser à des directions des ressources humaines, à des directeurs de risque, à d'autres fonctions dans l'entreprise. Et toutes ces personnes, avec leurs fonctions, peuvent avoir des critères de satisfaction qui sont différents. Et donc il faut en tenir compte. Et lorsqu'on réalise des baromètres, des enquêtes, il est bon d'avoir une vision 360 degrés, qui n'est jamais facile dans l'assurance, parce que c'est un secteur très intermédiaire, évidemment. Mais voilà, c'est au moins l'ambition qu'il faut se donner. Cécile, comment vous définissez l'expérience client par rapport à vos différents clients, justement, que vous nous avez présentés tout à l'heure, et quels sont vos enjeux en la matière? Alors, nos enjeux, d'abord sur le B2B, je reviens sur ce que vous avez dit. C'est vrai que quand on noue des partenariats avec des courtiers ou d'autres compagnies d'assurance, c'est vrai que c'est très important d'organiser une relation qui est interpersonnelle, mais qui est aussi multiple à l'intérieur de chaque entité. Les directions générales doivent se parler, les directeurs financiers doivent se parler, les directeurs informatiques doivent se parler, le service doit parler au service d'en face. Donc nous, c'est vrai que nous avons peu de partenaires qui représentent tous une part importante. Ce n'est pas comme avoir 2000 courtiers. Nous avons une politique de partenariat assez intensif avec peu d'acteurs. Et donc, effectivement, nous développons un fort esprit d'équipe de chaque côté et une transparence et une relation qui doit se faire à plusieurs niveaux. Donc ça, c'est pour le volet plus B2B. Mais si vous voulez, nous, on n'est pas dans une logique d'industrialiser ça, puisqu'on a 10 partenaires importants, 50 partenaires en tout, donc on s'organise de façon très humaine, on va dire. Sur le client final, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on n'est pas du tout en prise directe avec eux, puisque ce sont nos partenaires qui ont l'expertise, alors vraiment pour faire toutes les segmentations de vente, les discours de vente, nous laissons cette expertise à nos partenaires. Chez nous, le moment de vérité, ça va être le moment de la prestation, puisque nous avons une prise directe sur les clients finaux au moment de la prestation. Et là, c'est un peu difficile de segmenter a priori. Parce que le moment où un litige va survenir, un litige, c'est quelque chose d'extrêmement pénible pour les gens. Il y a d'abord une composante vraiment d'inattendu. Alors évidemment, dans un dégât des eaux aussi, mais honnêtement, dans un litige, c'est un peu moins standardisable. Et la composante émotionnelle, elle est difficile à prévoir. C'est-à-dire que dans certains cas, un conflit de voisinage, ça va se régler... Voilà. Mais dans d'autres cas, on ouvre les tiroirs et en fait, il y a énormément de choses qui arrivent. Et donc, il y a une grosse charge émotionnelle. Et dans ce contexte-là, nous, notre enjeu, c'est d'allier une efficience, une efficacité, mais aussi avec la composante comportementale qui, elle, est difficilement prédictible. Alors, je suis demandeuse peut-être de modèles ou d'analyses
qui nous permettrait un peu de prévoir à l'avance comment un client va réagir. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans une logique d'adaptation au cas par cas. Alors, quelles sont les attentes justement de vos différents types de clientèle en matière d'expérience client? Alors, en amont, quand même, on crée des offres. Évidemment, dans la protection juridique, il y a un volet purement technique, juridique. Donc là, on va développer aussi ce que tu disais, David, des notions de verticale. Donc la verticale de l'immobilier, les verticales de tout ce qui est autour des véhicules, des garagistes, des pannes, des achats de véhicules d'occasion. Enfin, donc, on va développer des verticales et du coup être capable de développer des offres qui vont être adaptées avec le partenaire à son marché et à sa verticale. C'est très important que le partenaire... Enfin, on ne va pas coller de la protection juridique comme ça. Voilà, c'est vraiment une chose qu'on ne fait pas. Et donc, on essaie de... Enfin, on crée les offres en adéquation avec la légitimité de vente aussi. On ne va pas mettre une garantie sur les garagistes lorsqu'on vend un syndic de copropriété. Donc, on fait en amont cette notion d'offre et on cultive le vocabulaire, effectivement. Pas que le vocabulaire, d'ailleurs, enfin, les lois spécifiques, le vocabulaire spécifique, la technicité spécifique. Donc ça, c'est le volet offre, on va dire, en amont. Mais ça, une fois qu'on a dit ça ne résout pas le sujet lorsque le client nous appelle. Et là, on est plutôt dans des logiques de persona, parce qu'honnêtement, moi, je ne fais pas forcément de catégorie entre professionnels et particuliers sur les comportements. Alors oui, il y a un peu des points communs. Par exemple, le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise, typiquement, est pressé, n'a pas le temps, veut une solution rapide, pas de blabla, paf paf, le document, ça va plus vite et effectivement, le temps moyen de communication est beaucoup plus rapide avec un pro. Après, les élus CSE, on va plutôt avoir deux sortes. On a ceux qui sont très expérimentés, ça fait déjà des années qu'ils sont élus, donc ça va être pareil que le chef d'entreprise, paf, paf, le document, oui, j'envoie ça, ok, très bien, paf, paf, c'est fini, c'est réglé. Et puis, vous avez des gens qui viennent d'être élus CSE, alors là, grosse charge émotionnelle, gros enjeux, besoin d'accompagnement, et alors là, on va être dans des dispositifs d'accompagnement avec des ateliers de formation. Après, sur les particuliers, c'est pareil, on va avoir... Alors là, on a souvent plus de charge émotionnelle et beaucoup plus de temps à passer. Ce n'est pas l'efficacité, forcément. Là, c'est vraiment faire accompagner le client, l'associer dans la stratégie qui le concerne, parce que est-ce que je veux attaquer ou pas, après tout, la décision appartient au client. Enfin, c'est pas nous qui... C'est l'accompagnement émotionnel, ça. En fait, vraiment. Et alors, le client qui sait déjà tout, qui a tout lu sur Internet, ça, c'est un cas que nos juristes prennent en compte et c'est pas facile. Parce qu'avant de construire la stratégie avec ce client, il faut d'abord déconstruire tout ce qu'il a cru apprendre sur le web. Malheureusement, la matière juridique reste... Alors, je trouve que ce serait mieux que ce soit autrement, mais en attendant, voilà, j'avoue que c'est un jargon assez compliqué pour les gens, un peu stressant, et donc on doit d'abord un peu déconstruire les certitudes et ensuite construire avec lui la stratégie. Donc après, voilà, donc nous, on est un peu en mode adaptation. On a des juristes qui aiment le relationnel. On les recrute sur pas seulement la technicité, mais avant tout sur le relationnel. Et donc, on va pouvoir pister quand même des catégories de clients sur différentes catégories de juristes. Mais si jamais ça ne marche pas, on peut transférer un appel vers un autre juriste qui va être plus à même de travailler avec ce client précis. Donc voilà, nous, on est un peu en amont sur vraiment des offres structurées par marché, un peu traditionnelles. Et après, on s'adapte. Voilà. Alors, est-ce que vous faites une distinction entre chaque population, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, les particuliers, les élus CSE, en termes de traitement, d'interaction, de parcours client, de traitement des canaux aussi peut-être? En gros, est-ce que vous envisagez l'expérience client de la même façon ou de façon différenciée selon ces grosses catégories en dehors des personas que vous avez décrits? Alors, on a toute une palette relationnelle. Le téléphone reste majoritaire et je dirais même l'appel entrant. Donc on aimerait bien aussi, n'est-ce pas David? J'en témoigne. Voilà. On aimerait bien essayer de lancer aussi le rendez-vous et l'appel sortant. C'est pas si simple. Il y a de la technologie derrière et pas que de la technologie de la conduite du changement. Donc le téléphone, le mail, mais on veut expérimenter la visio également pour pouvoir donner des consultations un peu plus quali pour certains. Mais je dirais pas forcément que c'est pour des professionnels ou des particuliers. C'est à la distinction. Oui, peut-être pour le professionnel, on va se dire, il a son juriste attitré, donc peut-être que tous les mois, il aura un point en visio avec son juriste.
comme un peu si c'était son juriste d'entreprise interne. Donc oui, on pourrait créer ce type d'expérience client, mais vous pourriez avoir sur des litiges très lourds, des cas de succession un peu compliqués, des visios avec des particuliers. Moi, je ne fais pas forcément une bijection entre les catégories a priori de clients, ou alors peut-être il faudrait inventer d'autres modèles. Je laisse messieurs les chercheurs sur ces domaines-là, pourquoi pas essayer de segmenter a priori. Nous, notre politique, c'est d'avoir toute la palette, toute une large gamme de palettes relationnelles, enfin de canaux, disons, d'outils et de canaux. La technologie, bien sûr, est très, très importante là-dedans. Mais après, je dois dire que non, on ne segmente pas a priori qui va avoir besoin de quoi. On essaie d'avoir toute la palette à notre disposition. Et vous faites du sur-mesure ensuite? On fait du sur-mesure, voilà. Très bien. André, quelle est la nature de la relation qui vous lie aux courtiers et comment vous les accompagnez? Alors, si je devais déjà définir l'expérience client, je rejoins ce qui a été dit dans l'interview. C'est des émotions, c'est des perceptions entre l'acheteur et puis finalement le fournisseur. Donc en l'occurrence, le courtier et nous-mêmes. Ça passe évidemment par l'offre produit, l'offre de service, mais également la relation client. Donc nous, ce qu'on propose à nos partenaires, parce que pour le coup, c'est vraiment un partenariat sur du moyen long terme que nous envisageons avec nos courtiers. Donc ce qu'on leur propose, c'est une offre d'assurance qui leur permet de se développer, puisque eux-mêmes ont un vrai besoin de développement, de recherche de nouveaux clients, de chiffre d'affaires, donc à travers l'offre, mais également les services justement pour leur alléger le quotidien, pour leur permettre d'être efficaces et d'avoir la relation avec le client final qui soit le plus simple possible. Donc c'est des outils qui sont faciles, ergonomiques, faciles d'utilisation et de plus en plus complets, ce qui leur donne de plus en plus d'autonomie. Derrière ça, il y a l'aspect humain qui est vraiment important, puisqu'on a parlé tout à l'heure de confiance. Donc ce partenariat part sur de la confiance et aussi sur l'humain, c'est-à-dire pour nous, c'est de la joignabilité. On n'a pas de chatbot, les courtiers sont en relation avec nos équipes directement, téléphoniquement ou autre. Après, c'est la présence sur le terrain, donc la proximité, l'agilité, la capacité à personnaliser. C'est aussi un élément très important dans le B2B, parce que le courtier lui-même est en concurrence avec ses confrères. Donc, il a besoin, lui aussi, de se différencier. Donc, une capacité à personnaliser l'offre pour un partenaire et qui peut aller jusqu'à la co-création. C'est-à-dire, il détecte un besoin, il a une niche à exploiter, on est capable de monter avec lui l'offre adéquate. Et tout cela sur des circuits courts. On a une entreprise à taille humaine, des circuits qui permettent finalement de réagir très rapidement et de bâtir des offres, tant sur le plan produit que informatique. Aujourd'hui, c'est quoi les attentes justement des courtiers en termes d'expérience client? Je ne sais pas si on dit expérience client, mais en tout cas par rapport à leur propre expérience avec vous. Alors, ce qu'ils attendent déjà, c'est de l'écoute, mais surtout être entendus et finalement de réaliser leurs attentes. Donc, dans notre cas, c'est une offre qui soit la plus large possible, c'est-à-dire un panel de produits, des outils qui soient complets, et qui permettent justement de réaliser ces gains de temps, de productivité, puisque ça aussi c'est un élément important. Donc gain de temps, productivité, donc un parcours client qui soit le plus simple possible. Et puis derrière, c'est des éléments que j'ai évoqués, cette joignabilité, les délais de réponse qui sont qui doivent être de plus en plus courts. Des fois, on nous demande de pouvoir répondre dans 3 ou 4 heures sur des appels d'offres assez importants. Et puis, la capacité à déléguer aussi, à reconnaître la capacité du courtier, à lui donner des outils. Et dans notre cas, par exemple, c'est lui donner la délégation de gestion. Donc, ce n'est pas nous qui gérons tous les sinistres, mais le courtier, du moins tous ses spécialistes, ont une délégation de gestion et ils sont donc à même de dire à leur client final, regardez, la compagnie me fait confiance, j'ai les outils, et c'est pour eux vraiment un moyen de valorisation. Et c'est ce qu'on est capable de leur donner. Alors, en quoi l'expérience client est un véritable enjeu pour vous démarquer de la concurrence? Alors, comme vous savez, on est dans un monde très concurrentiel.
Bon, je peux évoquer les banques, mais qui sont davantage sur le marché du particulier, du professionnel, mais de plus en plus sur la TPE-PME. Après, nous avons de nouvelles compagnies qui naissent et qui mettent plutôt l'accent sur le côté techno, pour se démarquer. Mais bon, ça nous challenge nous aussi. Et puis il y a tous les grands intervenants du marché qui sont des généralistes et qui sont donc forcément présents également sur nos domaines d'activité stratégiques. Donc finalement, on a un rôle d'observateur également pour voir finalement quel est l'apport de tous ces concurrents, de ces confrères et comment nous, par rapport à ces intervenants, nous pouvons nous distinguer. Et pour beaucoup, c'est l'humain, mais comme je l'ai dit, c'est l'offre et le service. Cécile, vous recueillez la satisfaction de vos clients et comment vous le faites déjà? Et ensuite, qu'est-ce que vous faites de ces feedbacks? Alors oui, nous avons un dispositif assez mature de recueil de la satisfaction client. Donc d'abord sur les appels de renseignements juridiques, donc ça c'est des flux quotidiens d'appels. Donc immédiatement après chaque appel, il y a un SMS qui part avec une enquête de satisfaction. Donc là, on recueille une note. On a à peu près 40% de taux de retour, ce qui est pas mal pour une enquête à chaud, avec des notes de satisfaction qui sont jamais en dessous de 9 sur 10. Donc de temps en temps, c'est plus, de temps en temps, enfin, c'est jamais moins que 9. Et on recueille aussi beaucoup de verbatim. Donc ça, c'est très intéressant et ça sert aussi dans le pilotage, enfin RH, on va dire, des juristes de notre plateau. Donc c'est un élément qui est extrêmement structurant pour toute l'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui est suivi. Donc qu'est-ce qu'on en fait? À chaud, quand une note est inférieure à 7, on le traite comme si c'était une réclamation. Donc on rappelle le client, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et puis les verbatim, on s'en sert quand ils sont positifs. Ça sert, c'est très agréable à partager avec les collaborateurs, c'est une fierté. Et puis, éventuellement, on les publie dans nos présentations commerciales ou sur notre site, etc. Et ensuite, on a un autre type d'enquête. Alors, sur les litiges, c'est un peu plus compliqué en termes méthodologiques parce que malheureusement, un litige au contentieux, ça peut durer très longtemps. Et donc, les enquêtes d'aujourd'hui reflètent la gestion d'il y a 2 ou 3 ans. Donc, c'est comme ça. Donc, des fois, on a des mauvaises notes, mais c'est des collaborateurs qui ne sont plus là ou des avocats avec qui on a arrêté de travailler. Donc, c'est un peu dommage parce que, OK, on constate, mais il n'y a pas de levier d'action. Donc, on peut se mortifier d'avoir des notes de satisfaction parfois moins bonnes sur des litiges qui ont duré très longtemps. Donc là, on est en train de réfléchir à refaire, à rénover cette manière de monitorer la satisfaction sur la partie litige parce que il y a quand même des temps forts au niveau des événements litiges. Le premier call qui permet d'établir la stratégie avec le client. Le client est vraiment un partenaire dans un litige. On va lui dire qu'est-ce que vous voulez faire. Il y a les forts, pas forts. Vous voulez qu'on fasse comment? Enfin, donc on va essayer de monitorer mieux cette enquête-là pour avoir du feedback plus adapté à chacun des temps forts. Donc voilà, on fait ça et on a des bons taux de retour. Même sur l'enquête litige, aujourd'hui, on a des bons taux de retour. Mais ça porte sur des choses trop anciennes pour qu'on puisse vraiment travailler dessus. Très bien. Et vous avez également créé un comité expérience client. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi il consiste? Alors oui, ça a été créé fin 2022, donc c'est assez récent. Donc dans ce comité, on souhaite analyser l'ensemble des feedbacks clients. Donc on va s'appuyer sur les notes de satisfaction avec les verbatim, on va s'appuyer sur les réclamations au sens réglementaire du terme. On va regarder également parfois les commentaires qui sont sur Google. Ça, c'est très compliqué parce qu'ils sont anonymes. Enfin, c'est pas forcément très facile à exploiter. Et puis, il y a une violence verbale qui va s'exprimer sur Google sous le coup de l'anonymat. Donc, parfois, en fait, il y a rien derrière. Donc, c'est pas simple. Mais enfin, on essaye de remonter. On s'appuie aussi sur les feedbacks que peuvent nous donner l'équipe commerciale, donc soit des feedbacks qui remontent par les partenaires ou qui remontent de différentes façons par les résiliations. Donc on met tout ça ensemble. Et le but, c'est d'identifier... Alors, quelquefois, il y a des incidents de gestion, tout le monde le sait, tout le monde en a. Tu en as aussi, André, je pense. Nous en avons tous. Donc, il y a des incidents pour lesquels il n'y a pas plus de commentaires. Il y a un chèque qui s'est perdu. D'accord.
Et puis, quelquefois, l'idée de ce comité, c'est d'identifier des sujets systémiques en disant, là, il y a un problème. Et en gros, on peut avoir deux types de problèmes. On a en protection juridique un problème récurrent, c'est que les gens n'ont pas compris ce qu'il y avait dans leurs produits. Donc, je pense que c'est vrai dans l'assurance, c'est encore plus vrai dans la protection juridique. Et donc, dans ce cas-là, on a énormément de plans d'action pour mieux communiquer. On a fait des formations aussi aux juristes de legal design. Donc, c'est comment parler en langage clair, comment expliquer des choses compliquées avec des schémas, des fiches. Enfin, on travaille tout le temps, donc je n'ai pas la solution miracle. Mais en tout cas, on travaille dessus. Et puis, le deuxième type de mécontentement systémique, ça peut être... des garanties qui ne sont pas dans les produits. Donc ça, tous les assureurs ont ça. Et là, on fait un peu comme tout le monde. On se dit, pourquoi on ne rajouterait pas ces nouvelles garanties? Enfin, c'est identifier des tendances de sinistres qui n'existaient pas, de litiges qui n'existaient pas, puis qui émergent. Et donc, ça nous permet aussi de faire évoluer nos offres. Donc, encore une fois, ça va être sur deux plans. Le relationnel et la façon d'expliquer, et puis l'offre elle-même. Voilà, donc on fait ça dans ce comité. Au service de l'amélioration continue. Tout à fait, exactement. Très bien. André, comment vous vous assurez justement que les attentes et la satisfaction des courtiers soient maximales? Alors, nous faisons régulièrement des enquêtes, c'est-à-dire on réfléchit en interne sur des solutions, en se disant, tiens, dans tel ou tel domaine, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus par rapport à aujourd'hui? Donc, on propose un panel de courtiers volontaires, on les interroge, est-ce que finalement cette idée est une bonne idée, est-ce qu'elle vous intéresse? Selon les réponses, c'est aussi un moyen, finalement, de créer une nouvelle offre. Après, on a toutes les remontées du terrain qui nous arrivent, on a des inspecteurs commerciaux qui s'occupent entre 50 et 70 partenaires. Donc, il y a des retours, inévitablement. Il y a aussi nos services centraux qui travaillent avec nos partenaires, qui ont aussi, par exemple, le service d'indemnisation, finalement, qui a des retours en disant, tiens, comment on pourrait faire évoluer telle ou telle garantie. Le service marketing. Il y a un échange aussi en interne entre les différentes directions pour créer, finalement, des améliorations continues par rapport à des produits existants, ou alors pour la création de nouveaux produits. Alors, dès lors qu'on a des réponses positives de par l'enquête, ça nous permet à nous de développer en interne. Et là, on passe par tout un schéma. Donc, bien sûr, on associe quelques-uns de nos partenaires qui sont sensibles à l'offre qui doit être mise sur le marché. Donc, ça passe par des interviews plus ou moins directives, semi-directives. Ça nous permet de bien définir le cahier des charges. Donc, en relation avec les équipes internes. À partir de là, on commence à développer ce qu'on a fait, par exemple, sur un service que nous avons lancé début d'année. On commence à le tester avec certains courtiers et puis qui nous donnent, bien sûr, du feedback, qui nous permet d'améliorer l'offre de manière continue, de la lancer dans grandeur nature. Et puis, là encore, à chaud, ils ont la possibilité, sur l'outil, par exemple, de dire... Voilà, ça c'est très bien. Là, par contre, on pourrait le faire différemment ou on pourrait gagner du temps en le faisant différemment. Et puis, derrière ça, on va créer ce qu'on appelle un club d'utilisateurs qui permet, là encore, au fil du temps, d'être plus complet par rapport aux services délivrés. Et c'est ça, finalement, qui est attendu. Donc, c'est un vrai travail de co-construction et un bel exemple d'expérience client. Et justement, en parlant de co-construction, vous avez, à travers ces dispositifs de consultation, vous avez identifié un besoin chez les courtiers et vous avez développé un nouveau service pour eux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Donc, c'est ce fameux service Certilog que j'ai évoqué sans le dire. Donc, comme vous avez noté, nous sommes un spécialiste du monde de la GELIS, qui est la garantie des impayés de charges et de loyers. Donc, on s'est rendu compte que finalement, il manquait un outil qui permette au courtier ou à l'administrateur de biens, voire le futur locataire, de pouvoir déposer son dossier avec l'ensemble des pièces qu'il faut pour pouvoir analyser le dossier et pour nous, compagnie, de pouvoir authentifier les pièces parce qu'il y a aussi beaucoup de fraude en la matière. Donc, on a créé cet outil qui permet finalement de délivrer
un agrément, dans la mesure où le dossier est complet et qui satisfait un certain nombre de critères, de lui délivrer un agrément compagnie dans un délai maximum de 24 heures. Alors à quoi ça sert? Ça permet de dire, finalement, le locataire, il est agréé par une compagnie, donc en cas d'impayé, le propriétaire bailleur, il est payé par la compagnie, et donc il est sécurisé. Et dès lors que le sinistre, si jamais se produit, on ne lui remonte plus les pièces, puisqu'il les a déjà certifiées à l'entrée. Donc on s'est rendu compte qu'il manquait cet outil. Donc on a justement interrogé notre panel de courtiers volontaires, 105 en l'occurrence, qui nous ont répondu, voilà, c'est une bonne idée. Et donc on a fait tout ce travail que j'ai développé tout à l'heure par les interviews, la co-création, le test fait avec eux, et le club utilisateur qu'on va mettre en place. Et derrière, on va mesurer leur satisfaction à travers un baromètre de satisfaction qui est semestriel chez nous et qui permet de mesurer donc, tous les 6 mois la qualité de la relation sur ou avec toutes les directions de l'entreprise. Et donc, on a une vraie notation avec là aussi des verbatims en disant, voilà, ça c'est très bien. Là, par contre, vous pourriez améliorer tel ou tel point. Et ce qui nous permet derrière de mettre en place des plans d'action, d'amélioration, ce qu'on appelle l'amélioration continue. Très bien. David, un mot sur des conseils que vous pourriez donner, qu'on ait des clients B2B, B2C, B2B2C, qu'on soit on ait plusieurs types de clientèle. Quels conseils vous donneriez pour améliorer l'expérience client? De façon très humble, parce qu'on est quand même face à des gens qui, je pense, connaissent aujourd'hui bien leurs clients et leur métier. Il y a des gens qui nous regardent. Mais il y a des gens qui nous regardent, effectivement. Non, déjà, le premier constat, c'est que entre le monde de la relation client dans le domaine de l'assurance, tel que je l'ai connu au début des années 2000, quand je me suis lancé dans le monde de la relation client, et aujourd'hui, il est évident qu'énormément de progrès ont été réalisés. C'est-à-dire qu'il y a un gap phénoménal entre, à un moment donné, des sachants qui avaient des produits extrêmement complexes et qui les commercialisaient, que ce soit en B2C ou en B2B, à des gens qui étaient non sachants, de façon assez finalement opaque. Il y a eu un effort de clarification des offres, un effort de compréhension des parcours clients. Et je vais revenir dessus tout à l'heure, parce que pour moi, le parcours client, c'est vraiment c'est la clé de voûte de la bonne compréhension d'un produit, d'une offre, et surtout de comment on doit faire évoluer cette offre ensuite derrière. Mais déjà, premier constat, c'est que énormément de progrès, et notamment sur ces, je dirais, 5-7 dernières années, à partir du moment où de nouveaux acteurs, beaucoup plus digitaux, sont rentrés dans la course. Parce que eux, pour réinventer, entre guillemets, le domaine de l'assurance, ils ne sont pas partis de la technicité des produits, ils sont partis du besoin des clients. Et c'est comme ça qu'ils ont d'ailleurs créé leurs offres. J'en ai un qui me vient en tête, là, qui est je vais le citer parce que pour moi c'est un champion, donc je vais me permettre de le citer. C'est Alan en matière d'assurance santé, qui aujourd'hui a des parcours extrêmement simplifiés, qui a des apps sur mobile qui sont parfaitement claires, qui est capable de vous accompagner avec des coachs santé, donc dans une logique d'anticipation des problématiques de santé, qui ont des offres qui sont claires. Vous connaissez vos garanties, vous pouvez y accéder à n'importe quel moment. Vous avez des conseillers en ligne ou via les apps qui vous permettent effectivement d'accéder à l'information. Donc ils ont rendu entre guillemets des sujets complexes, clairs. Pourquoi? Parce qu'ils sont repartis du parcours client et des besoins du client. Et je pense que quel que soit le niveau de technicité en fait d'un produit d'assurance, il doit suivre quelque part la même logique. C'est-à-dire c'est à qui je m'adresse, quels sont les parcours des clients auxquels je m'adresse, qu'ils soient professionnels ou particuliers, et comment à chacune des étapes de ce parcours-là, je vais faire en sorte de leur simplifier la vie. Donc il y a l'étape de vulgarisation, il y a l'étape pédagogique d'accompagnement quand les sujets sont plus techniques, il y a l'étape de je simplifie la souscription en diversifiant les canaux d'accès à cette souscription, il y a l'étape du suivi de dossier, il y a l'étape du traitement de litige, enfin bon, il y a plein d'étapes que je ne vais pas toutes repasser ici, mais chacune de ces étapes doivent être décortiquées, bien comprises, pour être quelque part repensées, simplifiées. Donc parcours client, simplification des process, diversité de l'accès justement aux informations, quel que soit le moment de vie où on est dans sa relation avec son assureur et quel que soit le type d'assurance, c'est vraiment proposer des choses qui soient claires, fluides et surtout simples. Voilà, si je dois résumer ces 3 mots-là. Mais ça reprend un petit peu ce que disait tout à l'heure Madame dans la petite interview que vous avez faite. Thierry, un complément par rapport à justement ces conseils? Alors oui, un complément parce qu'on a parlé de collecter la voix du client, on a parlé de gouvernance à travers votre comité expérience client, on a parlé d'outils,
Et effectivement, on multiplie beaucoup d'outils et toute la donnée que ça peut générer en termes d'interaction pour tout ce qui est site web ou extranet, plateforme digitale. On a parlé aussi de contribution des différentes fonctions de l'entreprise, que ce soit inspecteur, que ce soit apporteur, que ce soit gestionnaire sinistre, et de la transversalité finalement du projet, quelque part, expérience client dans l'entreprise. Et puis la logique d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on se lance dans quelque chose qui finalement n'a jamais de fin, puisqu'il y a toujours des irritants, il y a toujours des améliorations à apporter, et il y a toujours du mieux que l'on peut faire. Voilà. Au-delà de ça, moi je rajouterais un point qui est peut-être sur la symétrie des attentions, c'est-à-dire qu'on porte beaucoup d'attention aux clients, de la même manière vis-à-vis des collaborateurs, qu'ils soient conseillers, qu'ils soient commerciaux, qu'ils soient gestionnaires. Eux aussi, leur satisfaction compte, et faire le miroir souvent entre la satisfaction des clients et la satisfaction des collaborateurs est porteur là aussi d'éléments intéressants de travail, d'axes de travail dans les entreprises et les assurances en particulier. Après, dans le monde des courtiers, et vous l'avez très bien dit, aidez-nous à vendre, donnez-nous des outils, simplifiez-nous la vie, aidez-nous à avoir une digitalisation quelque part, que ce soit des circuits de pièces administratives ou justificatifs ou autres. Et puis ça se dématérialise de plus en plus, on voit de plus en plus aussi de places de marché quelque part qui vont émerger dans le monde du courtage également. Et puis dernier point sur les canaux d'interaction, eh bien, il faut choisir, parce qu'on en a recensé plus d'une vingtaine chez Capgemini. Vous ne pouvez pas tous les gérer avec la même qualité, la même intensité. Donc il faut à un moment donné, je parlais de segmentation tout à l'heure, choisir pour vos clients quels sont finalement les canaux d'interaction privilégiés, ceux qu'ils préfèrent. Effectivement, un chef d'entreprise va préférer quelque chose de très rapide, efficace, et peut-être d'avoir au téléphone tout de suite le bon conseiller avec la bonne expertise, là où vous pouvez vous permettre d'avoir quelqu'un de généraliste qui va poser peut-être les émotions, qui va poser la problématique dans un premier temps. Et donc voilà, les canaux d'interaction vont être différents. Très bien, je vous remercie tous les quatre. Nous arrivons au terme de cette 3e saison des Rendez-vous de l'expérience client. Pour voir l'intégralité des 3 épisodes, vous pouvez aller sur le site de Roam ou celui d'Assurenco et sur le compte YouTube d'Assurenco. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.